Bonjour à tout le monde, bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans ce podcast Data Drift. Nous y recevons des CTO, des CDO, des VP, des Senior Data Engineers, Data Scientists, tout ce que vous voulez, pourvu que ça parle de data ou de métiers connexes tels que le DevOps, l'informatique en général. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un profil intéressant, comme d'habitude. Mais non, celui-ci il est encore plus intéressant c'est un vrai honneur pour nous de pouvoir partager son expérience et de pouvoir tous grandir ensemble. Donc sans plus tarder, bonjour Guillaume. Bonsoir Béranger. Bonjour, bonsoir, ok. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître? Oui, avec plaisir. Donc, Guillaume Auchard, je suis VP Intelligence Artificielle dans une start-up spécialisée en santé qui s'appelle Right. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une équipe de 25-30 ingénieurs spécialisés dans le NLP et en Computer Vision également, en MLOps. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que tu étais VP, que tu es VP d'intelligence artificielle. C'est quoi un VP en termes de rôle? Alors, VP déjà, c'est un grade qui est plutôt exécutif, qui est en dessous des C-level. Donc, plutôt dans une organisation internationale, on entend souvent ces grades-là. D'accord. Aujourd'hui, un VP, qu'est-ce que ça fait en fait concrètement? Je peux te parler de mon expérience personnelle. C'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Première casquette, ça va être d'aligner la stratégie IA avec la stratégie produit. D'accord. En particulier, lorsque tu es dans une startup, c'est souvent que tu as un service ou un produit à vendre. Oui. Donc, le produit va te dire le quoi. Et nous, côté IA, c'est comment on va résoudre les problèmes, le comment. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir réfléchir équipe, people, process également. Ensuite, le pilotage des projets. Donc ça veut dire qu'il va falloir monter une roadmap pour chaque projet, créer cette vision IA justement pour la société, et ensuite dérouler cette vision. Et donc ça veut dire que tu fais beaucoup de réunions pour assister aux avancements des projets, donner des directions. Et il y a aussi un rôle de manager, de coach. L'avantage que j'ai de travailler dans une startup, c'est que je peux discuter avec tout le monde, du junior data scientist jusqu'au senior, en passant bien sûr par d'autres rôles transverses dans l'entreprise, ouais. Mais c'est assez sympa. Et puis, tu as aussi la casquette de recruteur. Donc, il y a une partie du temps qui fait passer... Que tu dois passer en fait à faire grandir l'équipe. Ouais. Et pour toi qui as un profil technique, est-ce que au travers de ce rôle qui a une grosse composante managériale, est-ce que tu as ressenti une sorte de frustration parce que tu pouvais plus trop coder, ou c'est plutôt venu naturellement à la suite de tes expériences? Alors c'est vrai que plus tu prends un galon entre guillemets, moins tu codes. Aujourd'hui, oui, clairement, j'ai plus le temps. Ça veut pas dire que je prends pas plaisir à le faire. Tu vois, ça peut être dans le cas de projets personnels. Ou alors, vraiment, quand il faut prendre quelque chose que les équipes ont pas le temps, je peux participer. Mais quelqu'un qui est focus à 90% de son temps, 100% du temps, les ingénieurs codent plus vite que moi et sans doute mieux que moi aujourd'hui. Tu vois, donc oui, c'est une question d'efficacité. Du coup, un VP of AI, est-ce qu'il gère à la fois la partie data eng, donc data engineering, ou c'est vraiment l'équipe AI, data scientist et déploiement? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, j'ai des relations avec les data engineers. J'en ai quelques-uns dans l'équipe, puisque on parle produit. Donc, dans mon équipe, j'ai un solution architect. D'accord. Qui a des data engineers pour travailler avec lui. Mais c'est plutôt, on va dire, plutôt majoritairement des data scientists, soit spécialisés, comme je te disais, en computer vision ou en NLP. D'accord. Et puis toute la partie MLOps aussi. D'accord. On a besoin. Ouais. Si le fait de ne plus coder ne représente pas une limitation particulière pour toi, aujourd'hui, quels peuvent être les challenges qu'on rencontre, tu vois, surtout nous qui sommes profils très techniques et qui aimons notre métier, quand on switch sur des casquettes, en tout cas pas trop loin du C-level, comment est-ce que on appréhende la chose? Quels sont les challenges qu'on peut rencontrer et qui ne sont peut-être pas ceux qu'on rencontre si on était sorti de formation d'école de commerce, par exemple? Alors un challenge, c'est de switcher sur tout un tas de sujets pendant une journée. Mais c'est aussi ce qui est intéressant. C'est-à-dire que je pense qu'il faut voir ça un petit peu comme un rôle de chef d'orchestre.
C'est-à-dire que tu dois faire en sorte qu'il y ait de l'huile dans les rouages, globalement. Donc, coordonner tout le monde pour que tout le monde travaille en harmonie. Ça veut dire que faut à la fois suivre les projets, leur bon déroulement, mais aussi s'assurer que les process sont respectés et soient pertinents, soient efficaces. Et ça, c'est un vrai challenge, particulièrement dans une startup. Quand tu es en phase d'hypercroissance, comme c'est le cas pour nous, on s'adapte en continu, on doit se réinventer quasiment tous les mois. Et avant de partir sur un autre volet, c'est comment est-ce que on fait aujourd'hui, tu vois? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune? Comment on fait pour devenir VP of AI? Alors déjà, faut un peu de temps, faut un peu d'expérience. D'accord. Je pense pas qu'il y ait une voie royale, très franchement. Je peux te partager mon expérience perso. Moi, ça a commencé par une thèse. Cette thèse m'a permis d'avoir un premier CDI qui était vraiment dans le domaine que j'adorais, en fait. Donc, on pourra en reparler un peu plus tard si tu penses que c'est intéressant. Et surtout, passer du temps sur des projets, coder, comprendre en fait la réalité du terrain. Je pense que c'est hyper important. Un VP qui a pas été data scientist avant, je pense qu'il va être très très déconnecté de ses ingénieurs et pas comprendre leurs problématiques. Ouais. C'est vrai que c'est une frustration qu'on peut rencontrer, oui. Ouais, tout à fait. Et puis, je pense aussi passer sur un rôle de manager d'équipe. Ça, c'est hyper important parce que tu gères des projets, mais tu gères surtout des hommes, qui est le cœur du réacteur dans n'importe quelle organisation. Donc, une expérience en management. Et puis, ce qui m'a aidé aussi, je pense, à avoir ce poste, c'est de passer 2 ans côté produit. D'accord. En tant que product manager. Pour avoir la vision un peu plus globale. Ouais, pour mieux comprendre ce que le produit pouvait attendre des ingénieurs et des data scientists. Voilà. Et ce que les data scientists attendaient du produit. Donc ça aide vraiment. Aujourd'hui, je suis repassé sur une dimension beaucoup plus technique. Mais tu sais ce qui est attendu et du coup, okay. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et tu as présenté un peu ton profil, la thèse et tout. On va y revenir. Nous ne manquerons pas de creuser ce point. Pour l'instant, moi, en fouillant un peu sur ton LinkedIn, j'ai pu voir que tu avais fait un diplôme, un master 2, je crois, en géographie. Ou en sciences géographiques, ouais. Voilà, en sciences géographiques. Bien informé, ouais. J'ai pas compris. En fait, généralement, après un diplôme d'ingénieur, quand on va faire une année en plus, donc un master 2 ou un truc comme ça, c'est qu'on sait vraiment ce qu'on veut faire ou est-ce qu'on est en train de partir. Et du coup, toi, pourquoi est-ce que tu as rajouté de la science géographique? Est-ce que c'était par passion? Alors, c'est à la fois par passion et je pense, j'ai fait le constat à la fin de mon PFE. Moi, je savais que je voulais travailler dans l'imagerie satellitaire. Le domaine de l'observation de la Terre, ça m'a toujours passionné. Le constat que j'ai fait, c'est que les opportunités en fin de PFE, même si j'avais travaillé chez Thales, étaient donc sur de l'imagerie radar, chose qui aussi me passionnait. C'est très niche. Déjà, je savais exactement ce que je voulais faire. Je pense que c'est une chance là, de savoir très tôt ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, mais en fait, ça a été plutôt très tard dans mon cursus d'ingénieur. Oui. C'est en 3e année où l'imagerie radar est apparue dans le cursus. Mais pas beaucoup, pas suffisamment à mon sens, peut-être un complexe de l'imposteur, pour trouver des opportunités sur le marché. Et je n'avais pas envie de partir dans une SS2I comme la plupart de mes collègues. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai trouvé en fait le master qui, à mon avis, allait compléter ma formation. Et te permettre d'atterrir là où tu voulais atterrir. Exactement, voilà, d'atterrir où je voulais atterrir. Sachant que il y avait une possibilité de faire un master recherche et j'avais en tête peut-être de déboucher sur la derrière. thèse. Okay. Et donc faire ce master, ça allait m'offrir sans doute des possibilités et ça a été un pari gagnant. Voilà, le domaine sciences géographiques, il y avait de la télédétection, il y avait de l'imagerie radar, mais il y avait aussi d'autres matières comme de la géodésie, comme de la géographie qui ont été une super expérience. Et puis ça m'a permis aussi de découvrir la fac, d'autres façons de travailler, chose que t'as pas en école d'ingé. En école d'ingé, ouais. Et par exemple, ton école d'ingé, c'était quelle école? C'est l'ENSTA Bretagne. D'accord. Après ça, tu as atterri à Paris. Ouais. Un gros changement de température ou pas? Ouais, carrément. J'adore la Bretagne et les Bretons. Et du coup, pas que la température, tu as dû
perdre quelques verres en trop, quoi, genre. C'est vrai que la Bretagne a une sacrée réputation quand même. C'est vrai. Ils sont, oui, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, pourquoi, après avoir fait ton diplôme d'ingénieur, su que tu voulais travailler en imagerie satellitaire et compléter du coup avec ton master en sciences géographiques, pourquoi t'as pas cherché du boulot tout de suite? Pourquoi tu as continué en thèse? Comment l'opportunité s'est présentée à toi et comment le déclic s'est fait? Alors, dans le cadre de ce master, je fais 2 stages. Je suis parti 2 mois au Maroc, à l'Institut télédétection de Rabat. D'accord. Là, j'ai pu voir ce que c'était de travailler en Afrique avec des petits moyens. Tu vois, je suis allé acheter des logiciels pirates sur le marché à Rabat parce que j'avais rien pour processer mes images. Donc, c'était une belle expérience. J'ai beaucoup appris la débrouille, etc. Et après, j'ai eu la chance d'aller dans un labo beaucoup plus équipé au CEA. D'accord. Et c'est grâce à ce stage, en fait, qu'on m'a offert une thèse. C'est-à-dire D'accord, ok. Ça a été un long parcours parce que la thèse n'était pas forcément toute prête pour enchaîner. J'ai dû patienter 1 an quand même. Ah ouais. Ouais. Tu as fait quoi en attendant? J'ai fait des petits boulots. Ah ouais, j'ai eu un contrat aussi de 6 mois au CEA, mais un peu de chômage, des petits boulots. Ça a été pas forcément évident. D'accord. Mais ça montre ta détermination. Ouais, j'avais la thèse vraiment qui était dans le domaine où je voulais aller. Voilà, ça valait le coup d'attendre. Et est-ce que tu étais prêt, après ta thèse, par exemple, à enseigner, ou tu voyais très bien que tu allais aller dans plutôt le monde industriel après? Alors, l'enseignement, je l'ai fait un peu parce que j'ai eu, je sais pas si c'est une bourse, mais enfin, j'ai eu un monitorat. Ça a été chouette. C'était une belle expérience, surtout à la fac de Créteil où c'est des classes un peu difficiles. J'ai eu la chance aussi de faire des classes de master à l'UNSG qui, là, c'était beaucoup plus calme, on va dire, les séances de cours. Mais ce qui est sûr, c'est que l'expérience en labo m'a un peu vacciné du monde académique. J'avais plus du tout envie d'aller dans la recherche après 3 ans de thèse. C'était super, très belle expérience, mais je me voyais pas en fait vivre au rythme des financements, des projets européens. Et j'ai vu en fait mes encadrants de thèse qui luttaient vraiment pour avoir des moyens et des étudiants. Puis t'es vraiment splitté entre enseignement, recherche. On demande beaucoup de choses à un chercheur aujourd'hui, publier. En termes de focus et de moyens, c'est très difficile de se concentrer, d'avoir les moyens de faire les choses bien. J'avoue que, en fait, généralement, quand on voit des personnes qui ont fait une thèse et qui se sont pas orientées vers l'enseignement, les raisons que ces personnes donnent, c'est généralement des raisons humaines, tu vois, des relations humaines, par exemple, avec le directeur de thèse ou le reste du labo. Et du coup, j'avoue que c'est la première fois que j'entends une raison sur la difficulté, en tout cas les conditions de travail dans le milieu académique par rapport et qui prédomine sur les relations humaines, quoi. Franchement, les chercheurs aujourd'hui, enfin, moi je leur tire mon chapeau, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui partent en recherche parce que déjà les salaires sont beaucoup plus faibles que dans le privé. Et ensuite, c'est, comme je te dis, pour financer des projets, c'est une lutte permanente de recherche de moyens, de ressources humaines. Donc, je trouve que oui, c'est les gens qui ont ce métier passion, je trouve ça extraordinaire. Alors, moi j'ai une question là. Ouais, bien sûr. Ça me brûle là. La question qui fâche, je pense. Typiquement, pendant longtemps, j'ai voulu faire une thèse, tu vois. J'ai même eu une thèse que j'ai déclinée, tu vois, parce que c'était pas, j'avais demandé un sujet, on m'avait proposé un autre sujet. Et comme c'était pas du deep learning, c'est, voilà. Ma question, c'est, pour toi qui as fait une thèse, vu les opportunités que tu as eues après, est-ce que le fait d'avoir fait une thèse t'a été bénéfique, ou est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir les mêmes opportunités si tu n'avais pas de thèse? Si je schématise, est-ce que les 3 années, c'est de trop, ou... Non, c'est jamais trop, et je vais t'expliquer pourquoi, pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que ça m'a permis d'avoir mon premier CDI. Et j'ai eu énormément de chance de
trouvé un CDI qui était exactement dans le domaine de recherche que j'avais fait en thèse. Donc là-dessus, vraiment, j'ai beaucoup de chance, ce qui n'était pas le cas de la plupart de mes collègues qui avaient fait des thèses, des super thèses en computer vision, par exemple, qui ne trouveraient pas de métier. Parce que dans le temps, c'était pas un peu encore, dans le temps, oui. on est en 2010-2011, au moment où on soutient nos thèses, et on n'a pas le même engouement pour l'intelligence artificielle dans les entreprises en France. Qu'on peut avoir aujourd'hui. Oui, le marché n'existait pas. Ça existait, mais c'était pas aussi bien équipé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de scikit-learn, par exemple. Donc, il n'y avait pas de point fit. Et c'était du MATLAB. Ouais, souvent du MATLAB. Il y avait R qui commençait à émerger. Ouais. Mais clairement, Python restait encore. C'était beaucoup de code en C, beaucoup de code en MATLAB, C++. Donc plus dur aussi à côté. D'accord. Plus complexe. Mais je reviens du coup sur le sujet de la thèse, oui. Ouais. Donc je te disais premier CDI. Ensuite, très clairement, oui, ce serait à refaire, en tout cas pour moi, parce que ça m'a permis de faire ce que j'appelle une sorte de bon cognitif. C'est-à-dire que j'ai complètement changé ma façon de réfléchir, d'approcher les problèmes, mes méthodos. D'un point de vue personnel, ça m'a vraiment enrichi, au-delà du diplôme d'ingénieur, de ma formation d'ingénieur. Donc oui, très clairement. Ensuite, je pense que ça m'a permis d'avoir des opportunités, qu'on me confie des responsabilités, qu'on me confie des projets de recherche, encadrement de prendre des équipes, de prendre des stagiaires, etc. Ça donne confiance. Je pense que oui, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Donc, de ton expérience, une thèse, c'est bénéfique d'un point de vue carrière. C'est bénéfique, mais si je devais, si on me posait la question est-ce que je dois faire une thèse ou pas, je dirais plutôt déjà faut faire une thèse sur quelque chose que t'aimes, parce que c'est 3 ans de ta vie. Oui. Et c'est 3 ans de ta vie où parfois tu traverses le désert et puis à un moment donné tu trouves un truc intéressant. Donc il y a le sujet qui est hyper important, mais il y a aussi l'équipe, le labo dans lequel tu vas le faire, les fameuses relations humaines. Ouais, le directeur de thèse, l'encadrant CIFRE, si tu fais une thèse CIFRE, ça c'est hyper important. Parce que mine de rien, c'est quand même un travail solitaire, une thèse, mais c'est aussi un travail d'équipe. Et l'encadrement est très très important. Si t'es pas cadré, tu peux vivoter pendant des mois et des mois sans avoir de résultats intéressants, tu te démotives. Je connais des gens qui ont abandonné à cause de ça. Mais maintenant, est-ce qu'une thèse c'est une condition nécessaire et suffisante ? Non, je pense pas. Non, c'est pas une condition nécessaire et suffisante. Aujourd'hui, le marché a beaucoup changé. Le domaine de l'intelligence artificielle, ça a explosé. Il y a énormément de job offers sur le marché, énormément d'entreprises qui cherchent à faire leur virage avec de l'IA, à trouver de nouveaux marchés, de nouveaux clients. Donc, ça a beaucoup changé depuis 10 ans. Du coup, tu vois, ta connaissance du marché aujourd'hui, si tu repartais derrière, est-ce que tu referais une thèse ? Moi, personnellement, oui, à 100%. Je le referais. Mais peut-être en... Autre chose, c'est ça ? Non, je pense que le sujet est d'autant plus intéressant. J'ai vraiment fait un sujet qui m'intéressait. Donc, chaque jour, en allant au boulot, chaque fois que je regardais une image satellite, que je la recevais, c'est génial. Tu as l'impression d'être embarqué dans le satellite. Tu vois la Terre. L'image a été prise il y a 48 heures. Clairement, ce serait à refaire, bien sûr. Tu vois, au moment où tu faisais ta thèse, par exemple, sur les images satellites, est-ce que c'est un domaine où on a beaucoup de données, tu vois, en termes de volumétrie? Comment se passaient les computations dans le temps, d'ailleurs? Oui, alors en termes de volume de données, aujourd'hui, ça peut pas paraître énorme, mais à l'époque, c'était quand même assez gros. Les images faisaient entre 1 giga et 4 gigas. Par image? Par image, ouais. Et pour entraîner, par exemple, un modèle, on avait combien d'images à peu près? Alors, on n'était pas forcément sur des approches deep learning. D'accord. Ça dépendait des travaux de recherche. Moi, mes travaux de recherche, c'était pas sur du deep learning. On utilisait plutôt des techniques de traitement d'images classiques, comme des filtres de convolution. Quelque part, tu vois, la grosse différence avec le deep learning, c'est que déjà, tu appliques plusieurs filtres de convolution. Les paramètres, tu les apprends. Nous, on fixait les paramètres. D'accord. Et ça permettait d'extraire, en fait, des primitives, des features sur l'image qu'on pouvait utiliser pour alimenter un modèle de machine learning. D'accord, donc il fallait deviner un peu les paramètres et trouver les bons paramètres. Ouais, bien sûr. Il y avait aussi une littérature à disposition. Il y avait beaucoup d'articles qui présentaient des approches que tu pouvais utiliser. D'accord. Et quand toi tu faisais ta thèse, puisqu'on parle de convolution, est-ce que les travaux de Yann LeCun étaient déjà connus à ce moment où Non, je dirais, pas dans mes travaux. Je suis pas tombé sur les siens, et
sans doute dans le monde académique, il y avait des gens qui regardaient ça, mais on était dans un monde technologique très différent. Python commençait très doucement à s'installer. C'était vraiment les balbutiements. Et il n'y avait pas toutes ces librairies, Scikit, Python. Même en dehors de la librairie, tu vois, le deep learning en soi, est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà entendu parler dans ta recherche biblio? C'est une bonne question. Moi, j'ai fait des réseaux de neurones en 2004. D'accord. C'est un projet assez dingue. C'était un projet de 2e année à l'Insta-Bretagne. On a eu la chance d'être contacté par... donc, quand on est un groupe de 4 étudiants, on a été contacté par une société américaine qui fabriquait des multiprocesseurs, qui voulait embarquer un modèle de reconnaissance vocale dans ces multiprocesseurs pour commander des équipements dans la voiture. Dans des voitures. Donc, c'était très drôle. C'était une question qui existait déjà depuis le temps. Ouais, bien sûr. Les interactions homme-machine. Ouais, tout ce qui était speech recognition, c'était très regardé. Il y avait des logiciels à l'époque, Dragon, je crois. Enfin, voilà. Je connais pas. Ouais. Ça a disparu depuis, tu vois, c'est mort. Qui était beaucoup basé sur de l'analyse de phonèmes. Phonèmes, ouais. Mais ça, franchement, pour l'avoir testé, ça marchait pas très bien. Et donc, on nous a confié cette mission, développez-moi, from scratch, un modèle avec des réseaux de neurones qui permet de reconnaître les mots qui sont donnés à la voiture. Problème, on n'avait pas de data. Ah ouais. Fallait créer la data. Donc on est parti, on a trouvé quelqu'un qui avait une voiture. J'ai l'impression que ça n'a pas trop changé par rapport à aujourd'hui, parce que beaucoup de startups veulent faire de l'intelligence artificielle, mais sans la data, c'est un peu chaud, quoi. Ah ouais, non, mais complètement, c'est vrai, c'est le cas aujourd'hui, quoique il y a quand même beaucoup de données qui sont open source aujourd'hui, beaucoup de modèles qui sont pré-entraînés. Donc si tu as peu de données, tu fine-tunes sur ce peu de données et tu peux avoir un résultat qui est super intéressant. Donc, avec le transfer learning, le fine-tuning, quand même, les choses ont beaucoup changé. Tout à fait. Et du coup, vous avez dû recourir à quelqu'un qui a une voiture. Ouais, alors c'est toute une histoire parce que on est parti, on a trouvé quelqu'un qui avait une voiture. On était étudiants, tout le monde n'avait pas une voiture à cette époque-là. On s'est baladé dans les rues de Brest avec un micro, on a enregistré des sons. On avait le bruit de fond de la voiture, on donnait des instructions, il fallait mettre la radio, il fallait mettre les essuie-glaces, ouvrir les vitres. Quand il pleut pas. Je te la fais courte, mais le projet a complètement raté parce que on n'avait pas suffisamment de données. Tu vois, on devait avoir peut-être 200, 300 mots. C'est hyper long de faire ces enregistrements. Et en plus, on utilisait la librairie de Neural Networks de MATLAB. C'était très très lent parce qu'on entraînait tout ça sur du CPU et pas de GPU. C'est l'antiquité. Ouais. Mais on est, quand tu regardes un peu cette période là, aux alentours des années 2000, on parle de l'hiver des réseaux de neurones. Là, on était complètement dedans. Ça a été, après, j'y suis retourné. Je suis retourné à faire du machine learning un petit peu en thèse. Et puis ensuite, pendant mon premier CDI. Pendant, tu vois, les travaux de ta thèse, est-ce que c'était, tu as dit que les données, tu vois, les images satellites, c'était 1 giga à peu près. Et en termes de quantité, c'était combien? Si tu avais la chance d'avoir des stacks, une trentaine d'images, c'était déjà pas trop mal. Donc, tu vois, les volumes qu'on pouvait gérer, c'était 120 gigas. Aujourd'hui, ça reste... Donc, 120 images maxi, à peu près. Ouais, quand tu as des grandes séries temporelles d'images, oui, c'est à peu près le volume que tu peux avoir. D'accord. Et en fait, ma question à la suite de ça veut dire que vous avez dû trouver des méthodes beaucoup plus intelligentes pour essayer de tirer le maximum d'informations des images qui sont pas beaucoup, tu vois, genre 30 images, c'est rien, tu vois, pour apprendre un phénomène. Et du coup, est-ce que quand on oppose aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, on a des quantités astronomiques de données, on a de la computation à n'en plus parler. Est-ce que toi, tu t'inscris dans la frugalité? Ou est-ce que tu t'inscris plus réseau de neurones profond, quantité astronomique de données, allons-y à fond la caisse? Moi, je pense que ça dépend vraiment des cas de figure, des cas d'usage, de la quantité de données que tu as à ta disposition. Je l'ai expérimenté plusieurs fois où en fait on fait un benchmark machine learning et on essaie une approche deep learning. Que ce soit en LP, que ce soit en série temporelle. Et souvent en fait c'est le modèle machine learning qui l'emporte parce qu'on n'a pas suffisamment de données. Tendance aussi à avoir le modèle de deep learning qui va overfitter.
Après, c'est toujours intéressant de développer les deux parce que s'il y a un projet, si ça part en production et que tu continues d'acquérir de la donnée, c'est intéressant de monitorer les progrès que fait le modèle de deep learning. Oui, Voilà. tout à fait. Oui, tout à fait. Personnellement, je suis un fervent, un partisan de la frugalité, tu vois. Parce que je me dis, le fait qu'on a de la computation trop facilement et qu'on a aussi des quantités astronomiques de données, on n'essaye plus de faire des choses intelligentes. Je ne veux pas dire que ce qu'on fait n'est pas intelligent, tu vois, mais on n'essaye plus d'innover sur d'autres sentiers que le sentier habituel où on fout juste beaucoup de données, beaucoup de computation dans le réservoir, tu vois. Et donc, c'est ça que je trouve un peu trop dommage, quoi, par rapport à, tu vois, aujourd'hui, la recherche, quand tu regardes le nombre de papiers sur du théorique et que tu regardes le nombre de papiers sur de l'expérimentation, tu trouves que c'est une différence énorme, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et déjà, il y a un aspect sur tout ce qui est ressources de calcul, Green AI. C'est un aspect qui est de plus en plus important pour les entreprises. Alors, derrière le côté green, il y a surtout l'économie que tu peux faire en euros ou en dollars de coût cloud. Clairement, ça sert à rien d'avoir un super modèle qui met hyper longtemps à s'entraîner si sa performance statistique, elle fait pas mieux qu'un modèle naïf. Tu vois, en série temporelle, qui s'entraîne rapidement. Voilà, qui s'entraîne rapidement. En série temporelle, ce que moi j'enseigne à mes étudiants, c'est faites d'abord un benchmark. Prenez un modèle naïf, c'est-à-dire que vous prédisez la valeur de la veille, c'est la valeur du jour. Ok, une moyenne glissante. Simple. Même pas une moyenne, tu prends la valeur de la veille et tu dis, si tu prédis à J+1, la valeur d'aujourd'hui, c'est la valeur d'hier. Voilà. Ok, comme ton benchmark. Voilà, tu fais ça en benchmark. Et si tu fais un modèle, je vois beaucoup d'étudiants qui veulent faire du deep learning en fait, parce que c'est le truc à la mode, c'est tendance. C'est tendance. En plus que ça marche pas super top sur les séries temporelles ou tu penses que ça marche Il y a beaucoup d'exemples où ça marche pas super. Ça dépend encore une fois du volume de données. Si ton modèle de deep fait pas aussi bien qu'un simple modèle naïf, on répète la valeur de la veille, ça veut dire que toute l'intelligence que tu as mis, tous les efforts que tu as mis pour faire ton modèle de deep, ça sert à rien. Ouais, tout à fait. C'est un exemple extrême. Ouais. Et, moi, je pousse toujours en fait de faire un benchmark simple avec une méthode simple et ensuite d'itérer et d'essayer de voir si des modèles plus complexes, plus coûteux en termes de temps de calcul font mieux. Est-ce que tu vois, toi qui as plutôt une riche expérience, on voit que tu as fait le milieu académique au travers de ta thèse, un peu après aussi, tu as fait le secteur privé, la grande entreprise traditionnelle, et tu as fait aussi des cabinets de conseil, enfin au moins un cabinet de conseil, et maintenant tu es en start-up. Tu as fait finalement tout le spectre de ce qu'il y a à faire. Comment tu qualifies la data science dans chacun de ces milieux? C'est quoi le meilleur milieu pour faire de la data science? C'est quoi le point fort et les faiblesses de chacun des milieux d'un point de vue je suis un data scientist qui veut faire carrière? C'est une question qui est pas facile. Je dirais que ça dépend comment tu veux le faire finalement. Parce que data scientist, c'est très large. Tu peux être research scientist, ça va plutôt être dans les labos. Si tu veux vraiment creuser les concepts en profondeur, d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique, chercher des nouvelles architectures, réfléchir sur le prochain transformer, là, oui, aller dans la recherche, ça fait sens. Oui. Voilà. Maintenant, le cabinet de conseil, c'est hyper important. C'est hyper intéressant pour apprendre vite. Tu creuses pas forcément. Souvent, une frustration qu'on a en conseil, c'est pas d'aller au bout de la mission, d'avoir tout essayé, mais d'avoir livré quelque chose qui fonctionne. Qui a une tête, quoi. Voilà, mais t'as plein d'idées dans le backlog que tu pourras jamais faire. Parce que t'es sous budget limité. Le grand groupe, ça peut être intéressant, mais ça dépend de la maturité du groupe. Si la maturité est faible, tu risques d'être le data scientist un peu isolé. J'en ai croisé plein dans ma carrière en consultant, qui s'ennuient un peu, isolés, qui pas trop de sponsorship, un peu perdu. Oui. Ou alors tu peux être dans un super groupe qui est plutôt dynamique avec un data lab solide, plein de collègues, de pairs, de seniors qui peuvent t'apprendre. Et là, c'est intéressant parce que tu as multitude de projets, tu as un bon CDO qui discute bien avec les exécutifs et qui arrive à trouver quels sont les domaines où tu peux apporter de la valeur. Et là, tu t'éclates. Yes. Donc, voilà, je dirais, ça dépend beaucoup des cas.
C'est des structures et la start-up, si t'aimes travailler sur un produit, si tu veux vraiment aller au bout des choses, c'est un bon endroit aussi. Après, les rythmes sont pas... Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus désorganisés. Et c'est quoi ta préférence aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis super bien dans le contexte dans lequel je suis. Non, tu dis ça parce que tu y es encore ou Non, au contraire, tu vois, j'ai eu le choix d'aller dans telle ou telle structure. Oui. Si j'ai décidé d'aller dans une start-up, c'est pour bosser à fond sur un produit avec une équipe, je dirais, qui est à taille humaine, mais avec une équipe où tu peux vraiment aller au fond des choses, quoi, et faire des belles choses. Yes. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. Moi, je pense aussi, tu vois, pour moi, les milieux que j'aime le plus aujourd'hui, ça va être soit la start-up parce que on a peu de moyens et que on doit faire des choses en bonne intelligence, donc tirer le maximum des peu de moyens. Et du coup, ça stimule pas mal, on grandit vite, on porte plusieurs casquettes. Ou le conseil justement, parce que au final, on peut changer plusieurs missions. On est là pour un temps limité. Ça nous apprend aussi à être pragmatique, à trouver la meilleure solution dans le temps imparti. Et donc, je trouve ça intéressant, oui. Dans la continuité de ce dont on parlait, qu'est-ce que tu penses de ChatGPT? Là, c'est complètement l'actualité, là. Je trouve que c'est un bel outil, mais clairement pour nous, ça a des limites. C'est-à-dire que si tu veux donner des informations médicales qui sont fiables, c'est peut-être pas forcément le meilleur outil, ou alors il faut réfléchir à des façons de l'adapter. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant pour les créatifs, les gens qui doivent générer des histoires. Qui ne sont pas forcément bornés. Ouais. C'est probabiliste quand même. Alors après, tu peux jouer sur des paramètres, tu peux jouer sur la température, etc. Mais mine de rien, tu contrôles quand même peu le résultat qui sort. Oui. Et c'est aussi pour ça que c'est si intéressant d'un point de vue créativité. Oui. Où le champ de l'acceptable est plus large. Voilà, c'est ça. Pour tout ce qui est application critique, je pense qu'il faut plutôt se méfier. Et c'est un champ de recherche qui vient juste de s'ouvrir. Donc, J'ai vu qu'il y a une start-up qui avait fait un modèle génératif pour aider, par exemple, les médecins à poser un diagnostic, par exemple. Et qu'est-ce que toi t'en penses du coup, parce qu'on est complètement dans un domaine critique et c'est quand même du génératif, même si on livre pas les données à ChatGPT, mais ChatGPT est quand même, enfin pas ChatGPT, du coup Large Language Model, tu vois, est quand même libre de donner un verdict. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de modèle pour cette thématique? Je pense qu'on va le voir de plus en plus. Je pense que c'est des choses qui vont peut-être nous permettre à terme d'aller vers de la santé plus personnalisée aussi. Mais pour ça, il faudrait de la data. Aujourd'hui, en France, on est un petit peu à la traîne. Est-ce que tu as accès à tes données médicales, ton historique? Mais en fait, avec par exemple tous les phénomènes, l'hallucination, tu vois, est-ce que tu penses qu'on peut s'y fier quand même? C'est pour ça que je pense qu'il y a un champ de recherche qui va s'ouvrir et qui a déjà commencé à s'ouvrir, des sortes de frameworks pour s'assurer de la robustesse, de la cohérence des réponses. Auditer. Tu peux aussi, il y a plein de techniques. Soit tu fine-tunes, soit tu augmentes avec du RAG, avec Retrieval Augmented Generation. Okay, oui. Tu passes du contexte à ton LLM qui l'aide à être plus précis. L'évaluation aussi des LLM, c'est pas très mature encore, tu vois. Oui, tout à fait. C'est un sujet sur la table. Ouais, mais c'est pour ça que c'est aussi passionnant de travailler sur ces sujets-là aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'expérimental, beaucoup d'expérimentation, de la recherche en même temps qui avance pour construire un produit qui est robuste, fiable, surtout dans ces domaines qui sont critiques. C'est un vrai challenge. Ouais. Et en plus, on a la régulation qui va arriver bientôt. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, qu'est-ce que tu penses de l'AI Act? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu la connais. Hein, il s'agit d'une régulation de l'Union européenne qui va entrer en vigueur, je pense, en 2025, et du coup qui vient apporter un peu un cadre autour de l'intelligence artificielle. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que les attentes sont trop grandes? Ou tu penses que c'est quelque chose qui est complètement nécessaire? Je suis un peu partagé sur le sujet. Je pense que déjà l'angle qui a été pris est plutôt le bon angle, c'est-à-dire qu'ils ont une approche par niveau de risque, ce qui me semble être, ça fait beaucoup de sens.
Ensuite, je suis un peu partagé. D'un côté, je trouve que c'est bien parce que ça protège le citoyen. Tout ce qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le crédit social ou la reconnaissance faciale discriminatoire, en fait, tout ça, c'est vraiment dans le texte et c'est des applications qui sont simplement et purement interdites. Oui. Donc, je pense que côté protection du citoyen, des droits individuels, c'est une bonne chose. Là où je suis un petit peu plus partagé, c'est le compromis entre régulation et innovation. Dans une vraie course mondiale aujourd'hui à l'IA, on est dans une 4e révolution industrielle. Donc avant, tu n'avais pas de charbon, tu n'avais pas de développement, tu n'avais pas de croissance. Aujourd'hui, tu n'as pas de données, tu n'as pas de modèle, tu n'as pas d'intelligence artificielle. Clairement, tu perds la guerre économique. Mais au moins tu auras de la régulation. Au moins, t'auras un beau cadre, t'auras de belles lois, une belle administration, mais t'auras rien à administrer. Ouais. Donc, voilà. Je suis un peu inquiet sur ce compromis-là. Un peu inquiet aussi de ce qui se passe en Europe. Tu vois, si tu regardes un petit peu les grands noms, on parle souvent des GAFAM, mais on oublie Yandex, on oublie Baidu. Tu vois, c'est pas dans cet acronyme. C'est une vision très occidentale. Et, malgré tout, il y a absolument pas d'acteurs européens comme celui-ci sur nos territoires. Et clairement, faut que l'Europe se bouge, faut qu'on se bouge pour être compétitif. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ce que on peut déplorer un peu, c'est comme si, tu vois, les autres, ils courent vers l'innovation. Ils innovent d'abord avant de chercher à réguler. Et c'est comme si nous, en Europe, on régule d'abord avant de chercher à innover, tu vois. C'est un peu ça. Un peu ça. Après, ça s'organise. Les Américains aussi, ils ont l'équivalent de l'IA Act, mais qui est beaucoup moins avancé, beaucoup moins détaillé, donc plus flou. Et clairement, on le voit. Enfin, on a beaucoup d'exemples sur Google, Facebook, qui rapatrie les données des citoyens européens en Europe. D'ailleurs, l'Europe a dit attention, non, il faut que les data centers soient en Europe, etc. Ouais. Mais ils ont compris depuis très très longtemps qu'il y a une vraie guerre à la fois sur les modèles, bien sûr, mais sur la data. Tu vois, j'ai discuté avec une personne qui a participé à l'entraînement de Llama chez Meta. Oui. Il me disait aujourd'hui, on a tout scrappé sur Internet. Voilà. Donc, la guerre aujourd'hui sur les LLM, c'est les GPU. Mais les GPU, tout le monde peut avoir accès à des GPU. Oui. Les grosses boîtes ont leur cluster de calcul. Oui. Par contre, la data, ils ont scrappé à peu près tout ce qui est dispo sur Internet. C'est pour ça que, par exemple, Meta a racheté WhatsApp, tu vois. Là, il y a du vrai contenu. Il y a du vrai contenu. Qui est supposé être crypté. Ouais, il y a du contenu audio, image. Oh là là. De l'image, il y a de la conversation vocale, que ce soit en messages vocaux, mais aussi en appel. Oui. Et ça, c'est le next step, tu vois, pour pouvoir entraîner des modèles. Il va falloir s'attaquer à ce type de data. Ouais. Tu as aussi des langues. Tu vois, par exemple, le roumain ou l'albanais. Oui. Tu as beaucoup moins de livres dispo que dans le langage anglais. Oui. Je pourrais dire le fon ou le yoruba, qui sont des langues africaines. Ouais. Si tu veux entraîner un LLM qui comprend ces langages, ces grammaires, ces syntaxes différentes, il faut collecter de la data. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai que ce que tu dis, c'est très intéressant. Ça me rappelle justement ma première boîte déclarée en France. Tu vois, ça s'appelait Dialect AI. Et en fait, l'idée, c'était d'utiliser, de faire de l'intelligence sur les langues peu dotées, telles que, tu parlais du roumain, telles que le ch'ti, telles que le fon ou le yoruba. Et ces langues qui s'écrivent pas, de réussir en fait à extraire de l'intelligence, tu vois, un nom d'article ou un nom de personne ou un résumé écrit en français sans jamais passer par la langue écrite, tu vois. Parce que pour trouver du fond écrit correctement, il va falloir se lever tôt. Et donc, tu vois, la manière dont notre speech to test aujourd'hui marche ou l'ASR marche en général, il faut que le français, tu puisses l'écrire avant de pouvoir le traduire en anglais. Et donc, pour le roumain, si tu ne sais pas l'écrire, si tu n'as pas de corpus aligné entre roumain écrit et roumain parlé, tu auras du mal à utiliser les modèles qui existent aujourd'hui pour traduire. Et donc, nous, on essayait de résoudre le truc. Et l'utilité, justement, on se disait, si des personnes envoient des notes vocales au travers d'une application cliente, typiquement, on pourrait
utiliser ce genre de modèle-là pour fournir de l'intelligence, quoi. Je pense que c'est la façon de faire pour pouvoir entraîner un ChatGPT, par exemple. Un ch'ti GPT. Voilà. Non, au moins retenez cette expression. Si vous entendez ça quelque part, c'est une marque déposée de Guillaume, du coup. Ok, continuons. Et du coup, est-ce que tu penses aujourd'hui que l'Europe est le meilleur endroit pour lancer une start-up d'intelligence artificielle? Alors, je dirais que l'Europe n'est pas le meilleur endroit pour lancer une start-up. Je dirais que la France est le meilleur endroit pour lancer une start-up. Ah ouais? Ouais, carrément. J'y crois Même en vraiment. intelligence artificielle? Même en intelligence avec artificielle. La régulation? Alors, ça, c'est un autre débat. Mais pour lancer une start-up, on en a parlé tout à l'heure, il faut du monde. Il faut du monde bien formé. Et en France, on a quand même une excellence académique. On a d'excellents parcours de formation, d'excellents masters qui forment des têtes vraiment bien faites. Et crois-moi, en ce moment, je suis en plein dans le recrutement. Je le vois. Donc, c'est très intéressant parce que si on regarde l'Europe, tu as Londres, en gros, qui est un gros pool. Paris, un petit peu l'Allemagne, Berlin, etc. Globalement, quand même, Paris sort du lot. Londres, c'est quand même un peu cher. Berlin, c'est aussi un peu cher. En France, on a un coût de la vie qui est quand même intéressant. Donc, ça veut dire des salaires qui sont un peu plus bas par rapport à Londres, mais tu payes ton loyer différemment. Pour les entreprises, c'est intéressant de s'installer là aussi. La masse salariale va être plus faible. Mais aussi, la France encourage énormément, avec du crédit impôt recherche, avec des dispositifs fiscaux, encourage les entreprises à s'installer. Tu vois, si Binance s'est installé à Paris, c'est pas un hasard, c'est que c'est intéressant fiscalement. Et que c'est intéressant aussi parce qu'ils vont pouvoir trouver des équipes, des gens qui vont bosser sur de la crypto à Paris. Donc, non, très clairement, je pense que la France et Paris, c'est une terre d'accueil. Mais du coup, si on a, le local moins cher, on a le talent de qualité disponible pour pas cher, mais qu'on a la régulation qui nous empêche d'innover. Est-ce que tu penses que c'est toujours intéressant? Comme je dis, je suis assez partagé et j'attends de voir sur l'IA Act. Ma crainte, c'est que ça soit un frein à l'innovation, mais on va voir comment ça va se mettre en place, quels vont être les types de contrôles. Et je pense que de toute façon, la plupart des applications qui sont développées aujourd'hui sont dans des niveaux de risque où il n'y a pas de risque ou alors minimaux. Et dans ce cas-là, la régulation est quand même plus souple. Ouais, ou on ne maîtrise pas le risque et on utilise en attendant de maîtriser le risque aussi, tu vois. Ouais. C'est sûr que si tu veux lancer aujourd'hui une start-up sur des dispositifs médicaux pour analyser un rythme cardiaque et surtout qu'il y ait des actions médicales qui soient faites, ça va être très difficile avec la régulation. Mais en même temps, c'est peut-être une bonne chose aussi. Penser aux clients, il faut penser aux patients qui utilisent. Donc, non, globalement, comme je te dis, c'est une bonne chose pour le citoyen. Maintenant, il va falloir voir comment ça va impacter l'innovation, quels vont être les types de contrôles qui vont être mis en place. Mais pour la plupart des startups et des sociétés qui développent de l'IA, on est dans des niveaux de risque faibles ou pas de risque du tout. Donc là-dessus, on est tranquille. Ok. Et tu vois, dans ton parcours, si on parle par exemple échec des projets, en général, à combien estimes-tu le ratio d'échec de projet data par rapport aux autres projets? Alors, ce ratio, il a bougé. Il y a 6 ans, le ratio, c'était plutôt 20% des projets qui passent en prod, 80% des projets qui restent au niveau POC. On était dans une ère un petit peu Far West de l'intelligence artificielle, en tout cas sur le marché français. Les équipes data se construisaient, les CDO devaient montrer, en fait, faisaient évangéliser. On faisait beaucoup de POC et puis après on choisissait les projets qui allaient en prod. D'où ce taux de succès assez bas finalement. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus mature. Je dirais que c'est 80% des projets qui 80% qui vont en production aujourd'hui. Ouais. Tu devrais intégrer certaines entreprises là parce que on se dit quand même qu'il y a toujours pas mal de POC, tu vois, surtout avec la vague de l'IA générative, ça a ramené une grosse quantité de POC dans les entreprises. Tout le monde veut essayer de l'IA générative et veut voir sur ces données. Et du coup, la data science qui commençait à tu vois, est remontée, mais toujours remontée avec des POC sur de l'IA générative, tu vois. Oui, si tu prends vraiment, c'est pas toutes les sociétés aussi qui testent sur de l'IA générative. T'as encore beaucoup de sociétés qui doivent faire des cas d'usage peut-être un peu plus classiques.
là où il y a de la valeur à aller chercher, peut-être un peu moins de place au risque aussi, sur des méthodologies qui ont été... Tu vas avoir un cabinet de conseil qui est, je sais pas moi, spécialiste en traitement d'email et qui a besoin de faire un package de traitement automatique d'email, il y a moins de risques que de partir sur l'utilisation de LLM pour expérimenter sur un cas d'usage que tu n'as jamais fait et que le cabinet, par exemple, n'a jamais fait. Et dans ton expérience en conseil, est-ce que tu es passé par le secteur du retail? Si oui, dans le retail, quels sont les projets? Par exemple, un exemple de cas d'usage de projet IA qui a abouti ou qui était sur la bonne voie, et quels sont les impacts, quels sont les algos qui s'utilisent, et voilà, qu'est-ce qu'on peut récolter de bon dans le retail avec de l'IA? Alors, il y a plein de cas d'usage possibles. Des cas d'usage sur lesquels moi j'ai travaillé personnellement, de la recommandation, travaillé aussi beaucoup sur du forecast, la prédiction de la demande. D'accord. Mais tu as aussi des cas d'usage autour de l'optimisation de stock, optimisation de production aussi. Donc c'est assez riche, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Tu as de l'A/B testing, tout ce qui est les cas d'usage aussi que tu retrouves en telco, de connaissance client, détection de churn, enfin tout ça en retail. Si tu as des clients encartés qui ont des cartes de fidélité, tu peux traquer les clients, faire de la promotion personnalisée aussi via des tickets de caisse. Tu n'as pas besoin d'avoir des clients encartés, tu peux déterminer via les tickets quels sont les types d'achats, quels sont les types de profils. Donc il y a vraiment beaucoup de cas d'usage. C'est une industrie sur laquelle tu peux vraiment t'amuser en tant que data scientist. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. D'accord. Donc toi tu voudrais dire par exemple à partir des tickets de caisse, segmenter les profils et du coup pouvoir faire, je sais pas, de la recommandation si quelqu'un achète dans ce profil pour qu'il passe dans l'autre ou comment tu vois la chose? Ça c'est un peu différent. J'ai travaillé par exemple sur un projet, c'était pour une marque de luxe, où tu cherches à détecter des clients qui vont devenir VIP. VIP, ça veut dire ils viennent souvent et ils achètent beaucoup de produits. Les acheteurs impulsifs. Ouais, impulsifs. Ou alors, tu peux aussi avoir dans le milieu de la mode, j'ai appris ce mot, les daigous. D'accord. Les daigous sont des gens qui font leur métier d'acheter et de revendre. Ok. Donc, ça, par contre, pour les marques de mode, ils sont vraiment contre ça parce qu'ils peuvent acheter en France et revendre par exemple en Corée. Donc ça casse en fait les dynamiques de prix qui ont été définies par zone géographique. Et ça peut casser aussi si tu veux sortir un modèle uniquement en Europe. Pour les vêtements, ça peut être problématique parce que les morphologies sont pas les mêmes en Asie, en Europe, aux États-Unis. Donc ça peut vraiment être un problème pour le contrôle de la marque, de son image, de la qualité de ses produits, etc. Très intéressant. Et si on devait donner par exemple 2 cas d'usage pour une boîte retail, on va prendre le premier cas en magasin, le deuxième cas en ligne. Pour le premier cas, si tu devais donner un seul cas d'usage IA qui apporte de la valeur, tu dirais quoi? C'est pas forcément évident comme question, mais t'as des questions qui sont pas évidentes. C'est le but. Non, mais je dirais le nerf de la guerre, c'est d'abord d'avoir une prévision de demande qui est efficace. D'accord. Une fois que tu as ça, tu peux faire d'autres choses. Tu peux faire de l'optimisation de stock, tu peux faire, si tu as des usines, optimiser ta prod, etc., etc. Et pour cette prévision de la demande, d'après toi, qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que c'est vraiment l'approche série temporelle ou est-ce que c'est de l'approche tabulaire? On a des séries temporelles de vente. Après, je pense que ça, on va dire, si tu es une marque de retail avec pas mal d'articles et pas mal de volume, l'approche machine learning ou deep learning est intéressante. Moi, je suis tombé sur des cas où, pas forcément dans le retail, mais où les gens avaient peu de données. Peu de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit pas beaucoup de séries, soit pas beaucoup de points par série. Voilà. On m'a demandé des fois de faire du forecast avec 20 points. Donc c'est pas forcément évident et dans ce cas-là on peut pas faire du machine learning, donc il faut se tourner vers des méthodes statistiques qui sont souvent oubliées, qui sont intéressantes justement dans ces cas-là quand t'as vraiment pas de données, et aussi en benchmark, ça peut être intéressant, tu vois. Voilà. Le benchmark. Et du coup si c'est pas une marque si c'est pas du retail en magasin physique et que c'est plutôt en ligne, est-ce que après la prédiction de la demande, tu vois, qu'est-ce que tu dirais, par exemple? En ligne, il y a
beaucoup d'A/B testing. Ça, c'est hyper intéressant, tu vois, d'optimiser ton expérience client. Mais suppose que je ne possède pas le site internet. Tu vois, par exemple, je vends sur tu prends Amazon. Ouais. Amazon, quand tu arrives sur une page produit Amazon, qu'est-ce que tu vois en premier? Tu vois le produit, bien sûr, mais tu vois aussi les clients, comme vous, qui ont acheté. Donc, il y a du... Oui, mais là, c'est toujours... recommandation collaborative. Oui. Le vendeur qui vend sur Amazon n'a pas forcément la possibilité, il possède pas le site, donc il peut pas implémenter son moteur de... Pardon, il peut pas implémenter son moteur de recommandation. Et du coup, en fait, c'est qu'est-ce que si je ne possède pas le site et que je peux pas implémenter de la recommandation, qu'est-ce que tu me... Tu as quand même de la donnée sur qui sont tes acheteurs. Tu sais dans quelle zone géographique ils sont, est-ce que c'est des hommes, des femmes. Parfois, tu as des données démographiques d'âge, donc ça peut être intéressant. Parce qu'après, tu peux organiser des campagnes marketing, de communiquer et organiser ta com autour d'un type de profil. D'accord. Si tu dois parler à l'homme de 30 ans, c'est pas la même com. C'est pas la même com qu'à une femme de 25. Tout à fait. Une femme de 40. Tout à fait. Donc ça c'est hyper intéressant de savoir qui achète pour mieux parler à tes clients. D'accord. Oui, ça permet de personnaliser un peu son discours client, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Très intéressant. Donc, si vous êtes une marque de retail et que vous nous entendez, appliquez. et tu as beaucoup parlé de séries temporelles. C'est quoi les séries temporelles au final? C'est hyper simple. Une série temporelle, c'est une valeur numérique, un ensemble de valeurs numériques qui possède un index. Et cet index, en fait, il est temporel. Donc, ça veut dire que les données sont organisées. Indexées par rapport au temps. Indexées par rapport au temps. D'accord. Enfin, une différence majeure, quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte quand tu fais du machine learning sur des séries temporelles, c'est que les échantillons ne sont pas indépendants. Parce qu'il y a souvent de l'autocorrélation. C'est vrai. C'est vrai que souvent on fait cette hypothèse-là, tu vois, que tous les échantillons sont indépendants, même dans les modèles de machine learning classiques, tu vois, sur des données tabulaires, alors que ça peut ne pas être le cas. Et du coup, comment on traite ça en série temporelle? Déjà, il y a quelque chose de très simple à mettre en place. C'est si tu veux appliquer du machine learning sur des séries temporelles, c'est de faire un vrai split qui respecte la temporalité. Donc, si tu dois faire un jeu d'entraînement et un jeu de test, prends pas des échantillons côte à côte, c'est ça? C'est-à-dire que tu dois respecter l'ordre chronologique. Okay. Le train, par exemple, il est entre 2015 et 2020, et ton test, il est entre 2020 et 2023. D'accord. Et si, et si on veut voir la capacité du modèle à être stable, par exemple, quel que soit le temps, est-ce que ce serait pas intéressant de prendre, par exemple, ton test d'avoir un test un peu de partout, tu vois, qui n'est pas forcément si par exemple on a le train, par exemple, de janvier à août, est-ce que ce serait pas intéressant aussi d'aller piocher dans les mêmes périodes un jeu de test un peu mélangé pour montrer que le modèle est quand même stable? Alors, ce qu'on fait, là je t'ai donné un exemple qui est très simple, mais on fait bien sûr de la cross-validation temporelle. Donc on fait en général glisser la fenêtre d'entraînement et on décale la fenêtre de test avec cette fenêtre d'entraînement qui glisse. Aussi, ce qu'on demande, c'est d'avoir plusieurs saisonnalités. Tu vois, là, ce que tu me décris, janvier à août, ça m'est arrivé une fois. Et le problème, c'est que si tu n'as que ça, déjà, tu peux pas utiliser le mois de l'année comme information. Et ça peut avoir, en particulier dans le retail, des impacts qui sont assez forts. Donc, non, clairement, si tu as entre janvier et août et que tu viens piocher des données, par exemple du mois d'avril, dans le test, tu fais ce qu'on appelle du data leakage. C'est pas une bonne méthode. C'est pas du tout une bonne méthode. Tu peux faire de la cross-validation, mais avec des fenêtres qui glissent ou des fenêtres expansives. Mais c'est très différent de la cross-validation que tu fais avec du machine learning classique. Ouais. Et ça, c'est une erreur qui est souvent faite. Tu vois beaucoup d'erreurs sur Kaggle, sur Internet, parce que le split n'est pas fait correctement. Ok. Ouais. Je pense qu'on apprend tous quelque chose là. Et en dernière question, je te dirais, j'ai vu que tu recrutes pas mal. Et qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de tes data scientists? Est-ce que tu dirais, on dit souvent que les data scientists, ils font des maths comme des mathématiciens.
et du code comme des informaticiens. Et du coup, en termes de pratique de code, est-ce que tu t'attends aujourd'hui à ce que un data scientist fasse bien ses tests unitaires, qu'il sache faire de la CI/CD, je ne sais pas, qu'il sache faire du TDD ou faire des tests d'intégration, qu'il sache packager. Qu'est-ce que tu attends? C'est quoi la limite au final? Et qu'est-ce que on peut ne pas avoir comme compétence en termes informatiques, être data scientist et ne pas avoir le syndrome de l'imposteur? Ouais. Ce que je vais dire, ça dépend plutôt de mon expérience et de mon contexte. Ça dépendra beaucoup. Par exemple, tu as cité TDD. Moi, c'est pas du tout la méthode, le framework de développement que j'utilise. Ceci dit, savoir bien coder en Python, ça c'est vraiment hyper important. Et aussi, si tu es data scientist, bien connaître la théorie derrière. Dans tous les entretiens que je fais passer, si quelqu'un me dit qu'il a travaillé sur les transformers, tu lui demandes de tu creuses m'expliquer un peu comment ça marche, etc. pour être sûr que la personne sache ce qu'elle fait en fait, connaisse les outils qu'elle manipule. Parce que être data scientist aujourd'hui en NLP, tu vas sur Hugging Face, tu prends un modèle, tu as déjà les snippets de code qui sont là. Et les points fit, voilà, bonne documentation. Les points fit et c'est réglé. Mais le jour où tu as un problème où tu dois t'adapter, tu comprends pas ce que tu fais, tu trouveras jamais de solution. Connaissance, savoir coder, connaissance des concepts théoriques et après d'avoir un petit peu au moins une culture générale en MLOps pour comprendre les problématiques des équipes qui vont devoir industrialiser leur code. D'accord. Donc, voilà. Mais du coup, est-ce que toi, tes entretiens est-ce que la partie technique, tu les approches comme des tests de lead code, par exemple, tu vois, qu'on peut rencontrer en programmation en général? Non, je le fais pas pour une bonne raison. En fait, on a une période d'essai pour ça. Et si la personne que tu recrutes sait pas coder, tu le vois tout de suite. On a quand même, pour les data scientists, un petit test technique. On fait 30 minutes de code, mais c'est pas du lead code en fait. C'est vraiment des questions assez simples. On voit comment la personne réagit à la question, au stress aussi d'être sous pression. C'est assez intéressant en termes de soft skills, de voir la réaction au mini-test technique qu'on fait. Les questions sont pas compliquées, c'est plus l'approche qui nous intéresse. On voit l'aisance de la personne, en situation de stress. Les tests techniques, j'en ai fait passer. J'en suis revenu en fait parce que on voit très vite, très rapidement dans les premières semaines si la personne peut avoir de l'impact dans une équipe. Donc, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je pense qu'on partage le même avis sur la question. Je te remercie beaucoup pour accepter de t'être prêté à l'exercice. Non, c'était vraiment un plaisir. Je te remercie de m'avoir invité. Au plaisir du coup de te réavoir sur d'autres épisodes. Voilà, à bientôt. Merci. Merci. À bientôt.